Je ne croyais pas aux endroits maudits. Je n'y ai jamais cru. J'ai été élevé pour questionner, pour douter, pour exiger des preuves avant de conclure quoi que ce soit. J'étais journaliste, j'étais rationnel, j'étais, comme je l'apprendrai plus tard, un parfait idiot. La première fois que j'ai entendu parler de Sinclair, c'était dans une cave, à Lyon. Des archives municipales qui sentaient le vieux papier, l'humidité, et le type de secret qui n'est pas gardé par conspiration, mais par oubli. Il y avait un dossier mince parmi des centaines d'autres, jauni sur les bords, avec un sceau brisé d'une façon étrange, comme si quelqu'un l'avait ouvert, regardé à l'intérieur, et refermé trop vite. Sur la couverture, une seule annotation à la main, encre sombre, écriture tremblante, ne pas enquêter pendant le carême. J'y suis allé quand même, parce que je suis exactement le type de journaliste qui ne peut pas lire « N'ouvrez pas » sans ouvrir. Parce que j'ai cru que la phrase était l'exagération d'un superstitieux, parce que le rituel avait besoin de moi, mais ça, je ne le comprendrai que plus tard. Je suis arrivé en mars, l'hiver mordait encore les doigts, et le ciel avait cette couleur qui n'est pas le gris des nuages, c'est le gris de l'absence, c'est le ciel qui décide de ne pas être là, pas complètement. Sinclair se trouvait à l'intérieur de la France, dans le genre d'endroit que les cartes modernes font semblant de ne pas connaître. Non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il semble que le lieu, d'une façon ou d'une autre, préfère ne pas être trouvé. La route de terre commençait là où l'asphalte abandonnait. Des arbres des deux côtés, sans feuilles, non pas parce que c'était l'hiver, parce que ces arbres semblaient avoir renoncé aux feuilles depuis bien plus longtemps, comme s'ils avaient décidé, à un moment donné, que montrer des signes de vie était inutile. Et le silence. Je dois parler du silence, parce qu'il y avait deux types de silence dans ma vie avant Sinclair. Le bon silence, celui qu'on trouve à la campagne et qu'on respire profondément et qu'on laisse entrer. Et le mauvais silence, celui qui vient après une dispute ou avant une mauvaise nouvelle. Le silence de Sinclair n'était ni l'un ni l'autre. C'était le silence de quelque chose de vivant qui retenait sa respiration, comme un prédateur immobile. Non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il attend le bon moment. Le village comptait peut-être 300 habitants. Peut-être parce que la moitié des maisons semblaient abandonnées. Mais d'une façon étrange. Parce que les maisons abandonnées ont une façon spécifique de se détériorer. Fenêtres brisées, peinture qui s'écaille, bois qui pourrit. Ces maisons étaient intactes, justes, fermées, avec les rideaux tirés, pas de la façon de quelqu'un qui est en voyage, de la façon de quelqu'un qui est à l'intérieur, et ne veut pas être vu. Je me suis installé dans la seule auberge, une enseigne en bois à l'entrée, un sol en pierre dans le hall, et Madame Fonterre derrière le comptoir. C'était une femme d'une 60aine d'années, cheveux blancs attachés en une tresse serrée, des mains qui rappelèrent le travail, et des yeux qui, quand ils m'ont vu entrer avec mon sac à dos et mon carnet et mon air de journaliste qui croit tout comprendre, ont eu l'expression spécifique de quelqu'un qui a pitié. Combien de temps le monsieur va-t-il rester? La façon dont elle a posé cette question. Ce n'était pas la curiosité d'une propriétaire, c'était quelque chose de plus précis, de plus calculé, comme quelqu'un qui vérifie son agenda pour voir si un rendez-vous va en chevaucher un autre. 1 semaine, j'ai dit, peut-être 2. Elle a hoché la tête, lentement, annoté dans le livre avec un stylo qui avait besoin de pression, et avant de me donner la clé, avant de se retourner vers ses autres occupations, elle a murmuré quelque chose que j'ai fait semblant de ne pas avoir entendu. Parce que si je l'avais entendu, j'aurais dû réagir, et si je réagissais, j'aurais dû expliquer pourquoi je restais quand même, et je n'avais pas encore cette explication. Mais j'ai entendu. Priez pour que ce soit moins. Je suis monté dans la chambre, une fenêtre donnant sur la rue principale, qui était, à 6 heures du soir, un lundi, complètement vide. Ce n'était pas l'heure du dîner, ce n'était pas la pluie, ce n'était pas un jour férié qui expliquait le désert, c'était juste Sinclair étant Sinclair. J'ai ouvert mon carnet, j'ai écrit la date, j'ai regardé par la fenêtre, et alors, pour la première fois, j'ai remarqué les marques sur les portes, petites, discrètes, à la hauteur du linteau de chaque entrée, un symbole que je ne reconnaissais pas, mais qui se trouvait sur chaque porte que je pouvais voir depuis la fenêtre. J'ai noté. Je n'ai pas compris. J'ai dormi. Le lendemain matin, j'ai commencé à travailler. J'ai parcouru le village de bout en bout en 2 heures.
J'ai essayé de parler aux gens que je voyais. La plupart me regardaient et détournaient les yeux, pas avec hostilité. Avec le genre de gêne qui vient de quelqu'un qui sait quelque chose que vous ne savez pas et s'en sent mal. Mais une femme m'a parlé, âgée, 70 ans et quelques, assise sur une chaise de paille devant sa maison. Des mains qui tremblaient légèrement, mais des yeux fermes. J'ai posé des questions sur les disparitions. Il y avait 4 dossiers sur les 6 dernières années, 4 enfants, 4 semaines saintes, 4 affaires classées comme accidents inexpliqués. Mais les enfants n'avaient jamais été retrouvés. Aucun d'eux. La vieille femme m'a écouté attentivement. Elle m'a laissé terminer. Puis elle a dit « Monsieur est journaliste. » Ce n'était pas une question. « Oui. D'où ? De Lyon. » Elle a hoché la tête, comme si l'information confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Puis elle a regardé la colline au-dessus du village, et elle a prononcé le nom des sœurs pour la première fois, les Noirval, Isolde et Mireille. Elles habitent là-haut, a-t-elle dit, en désignant une propriété que je distinguais à peine entre les arbres. Depuis avant ma naissance. Et personne ne va les voir. Une fois par an, elles descendent. Elle a baissé la voix. Pas pour l'effet dramatique, par habitude, comme quelqu'un qui parle de quelque chose qu'on a appris à ne pas dire à voix haute. Pendant la semaine sainte. Et les enfants ? Elle a posé les mains sur ses genoux, a entrecroisé les doigts, m'a regardé d'une façon que j'ai mis du temps à reconnaître. C'était le regard de quelqu'un qui mesure combien vous pouvez supporter d'entendre. Les enfants ne sont pas choisis par malveillance, a-t-elle dit. Ils sont choisis par nécessité. Je me suis levé, j'ai remercié, je suis parti, j'étais encore rationnel. Je croyais encore qu'il y avait une explication logique à tout cela. Ce même soir, j'ai entendu le chant pour la première fois. Il était 2 heures du matin. J'étais éveillé. Dans cet état entre le sommeil et la veille où la tête commence à connecter des choses qui restent séparées le jour. Et alors, j'ai entendu. Ça venait de dehors, de la direction de la colline. Un son grave, très grave, du genre qu'on ressent plus dans la poitrine que dans les oreilles. Ce n'était pas une mélodie au sens conventionnel. Il n'y avait pas de notes définies. Il y avait quelque chose qui se mouvait entre les notes, dans les lacunes, dans les espaces où la musique respire normalement. Et le plus troublant, ça semblait familier, non pas parce que je l'avais entendu avant, mais parce qu'il y avait quelque chose dans ce son que mon corps reconnaissait d'une façon que mon cerveau n'avait pas le vocabulaire pour décrire. Je me suis approché de la fenêtre. Rue vide, brume basse, et le chant a continué, jusqu'à l'aube. J'ai passé les 3 jours suivants dans les archives de la paroisse. Le père Marceau ne m'a jamais donné de permission formelle, mais il y avait une porte de derrière, toujours déverrouillée, avec la disponibilité spécifique des choses qui sont là pour être trouvées. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que ça aussi faisait partie du tout. Que tout faisait partie du tout. Depuis les archives de Lyon, depuis le dossier avec l'annotation sur la couverture, les documents les plus anciens étaient en latin. Certains dans quelque chose qui n'était ni latin ni français, une écriture antérieure, qui semblait vouloir être lue en même temps qu'elle résistait à la lecture, comme si les symboles étaient conçus pour 2 états simultanés, attirés et repoussés. J'ai trouvé des mentions au Noirval dans des documents du XVIIe siècle, puis du XVe, puis du XIIIe. Et plus je m'enfonçais dans les archives, plus l'histoire reculait dans le temps. Ce n'était pas une famille au sens où on l'entend. Il n'y avait pas d'arbre généalogique, il n'y avait pas d'acte de naissance. Il y avait seulement une lignée. Toujours 2 femmes, toujours des sœurs, toujours dans cette propriété, comme si la maison les engendrait. Les documents décrivaient un culte antérieur au christianisme. Une croyance qui existait dans cette région bien avant toute forme organisée de foi. L'idée que le monde des vivants et le monde de ce qui existe au-delà sont séparés non pas par un mur solide, mais par une membrane, fine, élastique, vivante, et qui pulse, qui respire comme un poumon, et qui, à certains moments du calendrier, quand la foi humaine est plus concentrée, quand la peur et l'espoir et la culpabilité s'accumulent en quantité suffisante, la membrane s'affaiblit, devient translucide. La Semaine sainte était la période la plus critique, pas par accident, par conception, parce que la Semaine sainte est le moment où des millions de personnes, simultanément, concentrent leurs pensées sur la mort, la souffrance,
le sacrifice et la résurrection, sur la culpabilité, sur la rédemption, sur le poids, la foi, en quantité suffisante, est un combustible. Et ce qui existe de l'autre côté de la membrane, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, se nourrit de combustible. Les documents appelaient cette entité de nombreux noms. En latin, qui venit in tenebris, celui qui vient dans les ténèbres. Aucune désignation ne correspondait à rien que je connaissais de la mythologie conventionnelle. Ce n'était pas le diable. Ce n'était pas un démon au sens judéo-chrétien. C'était quelque chose de plus ancien, de plus simple, et pour cette raison, de plus terrifiant. Il y avait une ligne, répétée comme une prière dans chaque document, à chaque siècle, dans chaque langue, tant que le prix sera payé. Le passage restera fermé. Je suis sorti des archives à 3 heures du matin, air froid, rue vide. Je suis allé au milieu de la place et je me suis arrêté. Et alors le chant a recommencé, plus proche que la nuit précédente. Il ne venait pas seulement d'en haut. Il semblait venir de plusieurs points à la fois, comme si le village entier respirait cette mélodie, comme si le chant n'avait pas d'origine, seulement une existence. J'ai fermé les yeux, et pendant les 45 secondes où je suis resté immobile au milieu de cette place, où il n'y avait rien d'autre que le froid et le chant et mon souffle formant de la buée dans l'air, j'ai ressenti. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. J'ai ressenti quelque chose qui était simultanément une invitation et un avertissement, comme une main tendue dont on ne peut pas déterminer si elle offre de l'aide ou si elle vous retient. J'ai ouvert les yeux. Je suis allé dans ma chambre, je me suis assis au bord du lit, et j'ai écrit dans mon carnet, avec l'écriture qu'on a quand on essaie d'être trop précis. C'est réel. Pas ça semble réel. Pas ça mérite une enquête supplémentaire. C'est réel. Le jeudi saint, j'ai trouvé le journal. Il se trouvait dans une boîte qui avait été placée au mauvais endroit, ou au bon endroit, selon la façon dont on interprète bon. C'était un petit carnet, couverture en cuir sombre, sans nom, sans date. L'écriture était petite et uniforme, le genre d'écriture de quelqu'un qui écrit avec retenue, qui a appris à contenir ce que la main veut faire. J'ai lu depuis le début. C'était le journal d'un homme qui était arrivé à Saint-Clair, qui s'était installé dans la même auberge, qui avait posé les mêmes questions, qui avait rencontré les mêmes résistances, qui avait entendu le même chant, un homme qui était arrivé en mars, comme moi. Les premières entrées étaient sceptiques, avec le ton de quelqu'un qui documente des curiosités locales. Mais les entrées de la Semaine Sainte changeaient, le ton changeait, l'écriture changeait, elle devenait moins retenue, comme si la main avait renoncé à contenir. La dernière entrée datait d'un vendredi saint. Elle disait « Je suis entré dans la propriété ce soir. Je ne vais pas détailler ce que j'ai vu, non pas parce que je ne m'en souviens pas, parce que je me souviens de tout, avec une précision qui ne laisse pas de distance, mais parce que certaines choses, écrites, prennent un poids trop lourd pour la page. Ce que je dois noter est simple. J'avais tort. Surtout, le mal n'est pas là-dedans. Le mal est là-dehors. Et elles sont la seule chose entre nous et lui. Si vous lisez ceci, c'est que votre tour est venu. N'essayez pas de fuir. Ça ne fonctionne pas. Le village ne vous laisse pas partir pendant la Semaine Sainte. Pas physiquement, mais d'une façon qui est plus efficace que la physique. J'ai essayé. Le mercredi saint, j'ai pris mon sac à dos. Je suis allé jusqu'à la voiture. Je suis sorti par la route. J'ai atteint l'endroit où l'asphalte commence. Et alors j'étais de retour, sur la place, avec mon sac, sans comprendre comment, sans souvenir du retour. N'essayez pas. Allez vers elle. C'est plus rapide et plus honnête. L'entrée s'arrêtait là. Les pages suivantes étaient blanches. Toutes. J'ai fermé le carnet. Je l'ai remis dans la boîte. Je suis sorti des archives et je suis allé directement vers la colline. Parce que quand la seule sortie est fermée, le seul mouvement possible est vers l'intérieur. La propriété des Noirval se trouvait au sommet de la colline, entourée de chênes qui semblaient être plus vieux que tout ce que j'avais jamais vu. Le portail était ouvert, complètement, avec l'ouverture délibérée d'une invitation. La maison était grande, pierre sombre, haute fenêtre, sans lumière apparente. Mais il y avait quelque chose que je ne perçois qu'aujourd'hui, avec le recul de celui qui regarde en arrière. Il n'y avait pas d'ombres à l'intérieur du périmètre. La nuit était dehors, mais à l'intérieur de la propriété, il y avait une luminosité sans source, diffuse, comme si l'air lui-même était légèrement allumé.
La porte principale a cédé au premier contact. L'intérieur sentait la vieille cire, la terre mouillée, et quelque chose qui n'a pas de nom que je connaisse. Quelque chose qui est resté dans la gorge comme un souvenir qui n'est pas le mien. Comme si je me souvenais d'un endroit où je n'avais jamais été. J'ai suivi le chant, qui venait maintenant d'en bas, d'un escalier de pierre qui commençait derrière une porte sans poignée, qui s'est ouverte quand j'ai posé la paume dessus, comme si elle attendait cette paume spécifique. La mienne. Je suis descendu. Le mur était froid sous les doigts. Le chant grandissait à chaque marche. Pas en volume, en présence. Comme s'il devenait plus réel à mesure que je m'approchais. Comme quelque chose qui cesse d'être un son et commence à être une expérience. Et alors la chambre, ronde, avec un plafond en arc de pierre, plus ancienne que la maison au-dessus. Plus ancienne que tout ce que la maison aurait pu justifier. Les murs couverts de symboles, les mêmes que sur les portes du village, mais plus grands, en couches, comme si chaque génération avait ajouté sa contribution. Un palimpseste de siècles gravé dans la pierre. Au centre, il y avait l'autel. Pas l'autel que j'attendais. Il n'y avait pas de chaîne, il n'y avait pas de sang. Il n'y avait rien qui corresponde à l'image que mon cerveau avait construite. Il y avait des bougies, des centaines, à des hauteurs différentes. Certaines presque consumées, certaines intactes, comme un registre du temps, chaque centimètre de cire une fraction de quelque chose qui avait duré plus d'une nuit. Et il y avait une ouverture dans le sol, circulaire, avec des bords polis par l'usage, pas par le temps, par l'usage, par des mains qui avaient touché ces bords 1000 fois. De l'ouverture ne sortait rien de visible, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de son, il y avait seulement une absence si complète que ça faisait mal de regarder. Qui donnait envie aux yeux de se détourner? Qui faisait envoyer par la partie la plus primitive du cerveau des signaux urgents de recul? Les sœurs se tenaient debout devant elles, Isolde face à moi, Mireille sur le côté, toutes deux les yeux fermés, toutes deux en train de chanter. Mais quand je suis entré, elles se sont arrêtées, en même temps. Comme si ma présence avait interrompu un circuit. Isolde a ouvert les yeux. Sombre. Pas la couleur châtain qui s'assombrit dans les endroits peu éclairés. Sombre comme une profondeur, comme une eau très profonde où la lumière n'arrive pas. « Vous avez mis plus de temps que les autres », a-t-elle dit, sans accusation, avec l'observation neutre de quelqu'un qui note une donnée. Qui étaient les autres? Mireille a ouvert les yeux, plus jeune dans les traits, plus ancienne dans les yeux. Avec cette fatigue qui n'est pas la fatigue des semaines, c'est la fatigue des décennies, des étrangers, a-t-elle dit. Comme vous, il y en a toujours un, à chaque cycle, quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui pose des questions, qui n'a pas de marque sur sa porte, qui peut descendre, peut ou doit. Mireille n'a pas répondu immédiatement, et cette pause était la réponse. Et qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Isolde s'est dirigée vers l'autel, a pris une bougie, en a examiné la flamme. Ça dépend de ce que vous ferez, de ce que vous allez apprendre. Racontez-moi. Et elles ont raconté. Je me suis assis par terre dans la chambre pendant que j'écoutais. Il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de confort disponible. Et d'une certaine façon, c'était juste que ce que j'étais sur le point d'entendre soit entendu dans la position la plus humble possible, assis sur le sol de pierre froide, avec des bougies autour, et une ouverture qui pulsait sans pulser à 2 mètres de moi. Isolde parlait, Mireille complétait là où c'était nécessaire, comme 2 personnes qui ont raconté la même histoire tellement de fois qu'elles s'en sont partagées les parties. L'accident s'était produit à une époque sans date enregistrable. Quelqu'un, en un temps bien antérieur à tout document écrit, avait découvert comment ouvrir la membrane. Pas par malveillance, par curiosité, la même curiosité qui m'avait fait prendre ce dossier à Lyon. Le passage ne s'était pas refermé, parce que les passages ouverts avec intention sont différents des faiblesses naturelles. Une faiblesse naturelle de la membrane se ferme quand la pression diminue. Une ouverture intentionnelle crée une cicatrice, et les cicatrices ne se ferment pas, elles deviennent. Ce qui existe de l'autre côté avait trouvé le trou, avait commencé à pousser, et avait détruit. Pas avec malice, Isolde était claire là-dessus, avec la clarté de quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à comprendre la chose qu'elle garde, sans projeter d'intention là où il n'y en a pas. C'est de la faim, a-t-elle dit. Seulement de la faim. Ça ne veut pas nous faire de mal.
Ça veut se nourrir, et nous sommes de la nourriture. La lignée des Noirval avait commencé comme une réponse. Une femme, la première, avait découvert comment contenir, pas fermer, contenir, par le rituel, par le sacrifice, par un prix payé régulièrement qui satisfaisait la faim suffisamment pour que la poussée recule. Pendant combien de temps? Toujours, a dit Mireille, depuis le début, tant que le prix sera payé. Et les enfants sont le prix. Silence. Pas un silence de confirmation. Un silence de quelque chose de plus complexe. Les enfants font partie du prix, a dit Isolde. La plus petite partie. Alors qu'est-ce qui est la plus grande? Elles m'ont regardé. Et j'ai compris avant qu'elles ne parlent. Avec la clarté qui vient quand le corps sait avant le cerveau. L'étranger. À chaque cycle, a dit Mireille, quelqu'un de l'extérieur arrive, voit, comprend et reste. L'étranger qui reste est la plus grande partie du prix. Non pas parce qu'il meurt, parce qu'il demeure, parce qu'il ajoute sa voix, parce que le chant a besoin de 3 voix. Pourquoi 3? Parce que le passage a 3 dimensions de confinement, a dit Isolde. Verticale, horizontale et temporelle. Une voix pour chacune. Nous maintenons les 2 premières. L'étranger maintient la 3e. La temporelle. La présence de quelqu'un qui appartient encore au temps linéaire, a dit Mireille, qui a encore un avant et un après, qui vieillit encore. C'est ce qui ancre le rituel au présent. Sans ça, le chant perd la 3e dimension et le confinement devient incomplet. Et combien de temps l'étranger reste-t-il? Isolde s'est dirigée vers le mur, a passé les doigts sur les noms gravés, jusqu'à ce qu'un autre arrive. J'ai regardé la colonne de noms, qui montait le long du mur, jusqu'à l'obscurité au-dessus de la lumière des bougies. Il y en avait des dizaines, peut-être des centaines. Ils vieillissent? Plus lentement, a dit Mireille. La chambre préserve, le rituel préserve. Ce n'est pas l'immortalité, c'est une autre façon de durer. Et quand l'étranger suivant arrive, vous transmettez ce que vous savez, a dit Isolde, comme nous vous l'avons transmis. Et la 3e voix change, et vous vous reposez. Ce que se reposer signifiait est resté implicite. Je n'ai pas posé la question. Certaines questions font la différence entre tenir et ne pas tenir. Le chant a recommencé, mais maintenant il était en moi. Pas dans ma bouche, dans un endroit plus profond, dans l'endroit où se trouvent les choses que le corps sait sans instruction. J'ai regardé mes mains, et je chantais, les mots dans aucune langue que j'avais étudiée. Mais juste, absolument juste, avec la justesse de quelque chose qu'on n'apprend pas, mais dont on se souvient. L'ouverture dans le sol a pulsé. Les sœurs ont chanté avec moi, et la chambre entière s'est animée. Pas d'horreur, de finalité, avec le calme spécifique de quelque chose qui fonctionne comme il a été conçu pour fonctionner. Le chant a duré jusqu'à l'aube, quand il s'est arrêté. L'ouverture avait diminué, pas fermé, diminué, avec la réduction de quelque chose qui a été suffisamment nourri pour reculer. Mireille a respiré profondément, a fermé les yeux. Avec le soulagement de quelqu'un qui a terminé quelque chose de lourd, Isolde m'a regardé, encore une année, avec la normalité de quelqu'un qui vérifie le travail du mois. Le dimanche de Pâques est arrivé au village comme il arrivait toujours. Les cloches ont sonné différemment, plus légères, comme libérées d'un poids qu'elles avaient porté pendant 7 jours. Les enfants ont couru dans les rues. Les habitants ont ouvert leurs fenêtres. Des conversations ont eu lieu à volume normal, comme des gens qui reprennent leur souffle après trop longtemps sous l'eau. Je suis resté dans la chambre et j'ai regardé depuis l'escalier, non pas parce que j'étais prisonnier, mais parce que j'avais passé toute la nuit dans la chambre. Et sortir semblait demander plus d'énergie que je n'en avais, pas de l'énergie physique, de l'énergie d'intention. Madame Fonterre est apparue à la porte de la propriété en début de matinée, avec du pain, avec du café, avec le visage de quelqu'un qui n'est pas surpris de vous trouver là. Elle m'a regardé un moment, a hoché la tête, et est partie sans rien dire, parce qu'il n'y avait rien à dire, parce qu'elle avait su depuis le premier jour. Je suis monté dans ma chambre d'auberge cet après-midi-là, j'ai pris mon carnet, et j'ai commencé à écrire. J'ai tout écrit, des archives de Lyon, jusqu'à ce matin-là, chaque détail, chaque son, chaque conversation, chaque chose que j'avais ressentie, et pour laquelle je n'avais pas de vocabulaire. J'ai écrit avec l'intention de celui qui sait pour qui il écrit, pour le prochain,
pour l'étranger qui arriverait en mars, dans un futur quelconque, avec son sac à dos et son carnet et la certitude rationnelle de celui qui ne sait pas encore ce qui existe, sous la rationalité. Quand j'ai eu terminé, je suis descendu aux archives, j'ai mis le carnet dans une boîte, dans une position légèrement incorrecte, pour être trouvé. Je suis retourné à la propriété au crépuscule. Isolde était à la fenêtre, regardant le village en bas, les cloches qui sonnaient, les enfants qui couraient, la normalité construite sur le secret. Je me suis mis à côté d'elle. « Vous pourriez encore partir », a-t-elle dit. Maintenant que le cycle est fermé, pendant les 11 mois qui suivent, la rétention est moindre. Pas nulle, mais moindre. Mais le chant continuerait? Elle n'a pas répondu, parce que la réponse était évidente. Sans la troisième voix, le confinement serait incomplet, j'ai dit. Pas comme une question, comme une conclusion, il le serait. Elle a posé. Et après 11 mois, quand le carême reviendrait, la membrane deviendrait plus fine, et sans 3 voix, elle ne résisterait pas. Nous sommes restés en silence, à regarder le village, les gens qui dormaient sans savoir, les portes avec leurs marques, l'équilibre fragile et nécessaire d'un secret qui existait pour protéger ceux qui ne savaient pas qu'ils avaient besoin de protection. Mireille est arrivée avec du thé, s'est assise de l'autre côté. Nous sommes restés tous les 3 en silence. J'ai pensé à l'appartement à Lyon, au chat que quelqu'un nourrissait, à la rédaction qui enverrait des emails sans réponse, à ma vie qui continuerait sans moi, pas avec tristesse, avec la distance de celui qui regarde une vieille photographie. « Vous avez déjà voulu partir ?» J'ai demandé. Mireille a répondu la première. « Tous les jours », a-t-elle dit. Pendant longtemps. Tous les jours je me réveillais avec ça, avec cette honnêteté qui fait mal à entendre. Et maintenant? Maintenant je comprends qu'il n'y a nulle part où aller. Elle a regardé l'horizon. Non pas parce que je ne peux pas partir physiquement, mais parce que je porte ce que je sais. Et celui qui sait ce que je sais ne peut pas défaire le savoir. Isolde s'est tournée vers moi. Vous pourriez écrire sur tout ça. Personne ne le croirait. Ce n'est pas pour être cru. Elle était directe. Toujours directe. C'est pour être consigné. Pour le prochain. Pour qu'il arrive moins effrayé. Pour qu'il perde moins de temps à être sceptique. Pour qu'il puisse entendre le chant plus vite. J'ai souri. Premier vrai sourire depuis des jours. Et ce détail m'a troublé plus que tout ce que j'avais vu dans la chambre. Que je pouvais sourire. Que j'avais trouvé, dans cet endroit absurde et impossible et ancien, quelque chose qui ressemblait, une place. Pas le bonheur, une place. Comme une pièce qui trouve son emboîtement. Ce soir-là, Isolde m'a conduit jusqu'au mur des noms, m'a tendu le couteau à manche en os sans rien dire. J'ai regardé la colonne, les noms de tous ceux qui étaient arrivés avant moi, les lettres gravées par des mains qui n'étaient plus là. J'ai trouvé l'espace. En dessous du dernier nom, j'ai pressé la lame sur la pierre et j'ai gravé, lentement, A, D, R, I, E, N, 6 lettres, toute une vie comprimée dans la pierre froide d'une chambre ancienne. J'ai retiré ma main, j'ai regardé. Mireille s'est mise à côté de moi, a regardé aussi. Bienvenue. Pas avec joie, avec la solennité de quelque chose de vrai et de lourd. Je suis monté à la fenêtre. J'ai regardé le village. Qui dormait? Qui dormira toujours? Tant que le prix sera payé. 11 mois. Dans 11 mois, le carême reviendra. L'air deviendra plus épais, les cloches plus lentes, la membrane plus fine, et un étranger arrivera, avec un sac à dos et un carnet, avec des questions, avec la certitude de celui qui croit encore en sa propre autonomie. Et je serai là, avec du thé, avec du pain, avec le regard spécifique de celui qui sait ce qui vient et en a pitié, mais qui ne va pas l'arrêter, parce que le rituel a besoin de 3, et je suis l'un d'eux maintenant. Il y a des nuits où je reste éveillé à écouter ce qui existe là en bas, la faim sans nom, l'appétit ancien, parfois calme, parfois en train de pousser, de tester. Dans ces moments-là, je commence à chanter, doucement, les mots que je n'ai pas appris mais que j'ai toujours su, et l'ouverture diminue, et la faim recule, et Saint-Clair dort, comme elle a toujours dormi, comme elle dormira toujours,
tant que le chant sera chanté, tant que nous serons 3, tant que le prix sera payé. Vous écoutez ça maintenant, où que vous soyez, quand que ce soit. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, si vous avez entendu chaque mot, si vous avez ressenti quelque chose au fond de la poitrine que vous ne pouvez pas nommer, faites attention. Au prochain Mars, si vous vous réveillez avec une mélodie dans la tête que vous ne savez pas d'où elle vient, mais qui semble trop ancienne pour avoir été apprise, si vous ressentez une étrange envie de chercher, des endroits reculés, de vieilles disparitions, des archives qui ne devraient pas exister, si quelqu'un, machinalement, sans raison apparente, vous dit « Vous avez déjà entendu parler de Sinclair, n'y allez pas, s'il vous plaît. » Où venez? La chambre a toujours de la place pour un nom de plus sur le mur. Et nous avons toujours besoin de plus de voix.